Allez hop, c'est parti. Donc, du coup, ouais. Ce soir, ce qu'on va aborder, ce qu'on va aborder là, ça va faire un peu suite. Alors déjà, il va y avoir les questions que vous avez posées dans proposition. J'ai eu 2, 3 questions. Aujourd'hui, on fera pas d'order flow pour changer, parce qu'on en a fait toute la semaine. On fera pas non plus de mise à jour sur Bitcoin, à moins que vous le demandiez. Mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans une zone de rechargement de short, donc ça saigne un peu. Voilà. En revanche, c'est plutôt positif ce qu'on voit sur Bitcoin à suivre. Bon, hier, il y a eu un petit débat houleux sur l'utilité des AT, euh, sur l'utilisation des AT, sur la pertinence de Fibonacci. Et on va en discuter un petit peu tous ensemble parce que il est important pour moi que tout ça ce soit clair. Euh, on ne fait pas de mysticisme ici. On ne fait pas de divination ici. On ne prédit pas l'avenir ici. Et les analyses techniques ne sont pas faites pour ça. Euh, je vais vous expliquer tout ça avec le, enfin, le plus de recul possible, avec des cas concrets, pour qu'on puisse vraiment voir en quoi l'analyse technique nous apporte à tous des bienfaits concernant nos prises de position sur le marché. Parce que sans analyse technique, on va trader à l'aveuglette. Hein. On va trader à l'aveuglette. Si on a aucune charte sous les yeux, on va trader à l'aveuglette. Alors il existe plusieurs formes d'analyse technique. Il existe l'héliotisme, qui lui est plutôt basé sur la probabilité, euh, les statistiques, les statistiques. Euh, donc là, pour le coup, est-ce que je peux avoir là pour le coup, attends, excusez-moi. Là, la probabilité et les statistiques, c'est là pour le coup, on en est quelque chose. On va utiliser des comment dire, on va utiliser des probabilités, des statistiques pour essayer de tracer des vagues, ce qu'on appelle les vagues d'Elliott en fait, hein, pour essayer, pour le coup, d'anticiper ce que le cours pourrait nous faire. Donc là, effectivement, on pourrait être plus dans une forme d'analyse technique qui ressemblerait quand même à de la prédiction. Là, pour le coup, oui, on pourrait considérer ça un petit peu comme de la prédiction. Mais nous, ce qu'on fait, c'est du chartisme. Et le chartisme, c'est pas du tout ça. Le chartisme, c'est pas ça. Nous, on va faire de l'étude de courbe et de l'étude de prix. Autrement dit, rien de plus tangible et de plus palpable que le prix et les courbes. C'est-à-dire nous, on va analyser ce qu'il se passe. Comment vous expliquer ça? Imaginez-vous sur le bord de la route, vous voyez des voitures passer, j'essaie d'utiliser une métaphore. Vous ne connaissez pas la vitesse de ces voitures-là, vous ne connaissez pas la marque, vous ne connaissez pas les plaques d'immatriculation de ces voitures-là. Vous allez utiliser un radar ça va être l'outil, le radar. Le radar, ça va être l'outil pour pouvoir calculer la vitesse des voitures, pouvoir enregistrer les plaques d'immatriculation, voir les marques, le nombre de passagers, etc. etc. Ben, moi, je conçois l'analyse technique de cette façon-là. C'est des outils qui vont nous permettre, en fait, d'analyser, de comprendre ce qu'il se passe sous nos yeux. Voilà. Et on va voir ensemble des cas concrets, qui vont pouvoir nous servir sur les marchés. L'analyse technique, par exemple, et c'est la base même de l'analyse technique, c'est de comprendre si un marché est haussier et baissier. Rien que ça. Ça, vous pouvez le faire avec de l'analyse technique. On va analyser à l'instant T ce qui se passe sur les marchés et de cette façon, vous allez pouvoir prendre position. Il est évident qu'on ne va pas prendre position sur un marché baissier. Mais ça, pour le savoir, encore faut-il faire de l'analyse technique. Voilà. Donc on va prendre BTC.
Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de refaire un check-up sur tout ce qu'on a fait dans les premiers streams. J'estime ici que tous ceux qui regardent le stream ont au préalable déjà regardé au moins les 3 ou 4 premières vidéos. Ça, je vais pas revenir sur les figures de retournement de marché et tout ça. Si on prend BTC ici à l'époque, nous, ce qu'on attendait, c'était des figures de retournement de marché pour prendre position sur le marché, qui soient aussi baissiers. Ici, on pouvait par exemple, on va mettre un peu tous les indicateurs. Hop. Voilà. Donc, on se rappelle bien des figures de retournement de marché qui sont des M pour des marchés baissiers. Alors, attendez, je vais virer tout ça très rapidement. Je vais passer en weekly si je peux. Hop. Tac. Voilà. Donc, on reprend la base, ça me met très rapidement. On prenait notre Fibonacci, on traçait le point le plus bas de notre tendance, le point le plus haut de notre chart, et puis on regardait si le premier arrêt était maintenu. Bon, le premier arrêt est maintenu, on est toujours en tendance haussière, c'est important de le signaler. Les figures de retournement sont des M. Ici sur Bitcoin, on a eu un M, on a cassé le premier arrêt. Ici, nous étions en bear market. Point, c'est tout. C'est comme ça. Et tant qu'on n'est pas passé sous le premier arrêt, nous étions toujours en tendance haussière. Et c'était le cas systématiquement. On était au-dessus du premier arrêt ici, on était au-dessus du premier arrêt. On peut mécher, hein, on a réintégré de suite. On descend ici, nous étions encore au-dessus du premier arrêt. On a méché, on est reparti. Et ça, c'est systématique. D'accord. La pertinence de Fibonacci. Fibonacci, si je devais le comparer, je le comparais comme un outil de mesure. Aujourd'hui, il est impensable de ne pas utiliser une règle, par exemple, pour tracer des centimètres. C'est une unité de mesure qui est universelle. La Fibonacci, c'est une unité de mesure qui est universelle, utilisée par tous les traders. Fibonacci nous permet d'avoir des zones de retracement, des zones de profit, par exemple. Fibonacci, il est utilisé par les institutionnels, il est utilisé par tous les traders du monde. C'est pas pour rien que sur tous les exchanges ou sur tous les logiciels de trading, vous avez Fibonacci. Donc la pertinence de Fibonacci, c'est parce qu'il est utilisé par tout le monde, simplement. Donc là, c'est pareil, on peut retracer on va prendre le point le plus bas, on va retracer, et ici, on est venu chercher le premier arrêt, on est reparti, nous sommes toujours en tendance haussière. Voilà. Ici, pareil. Tant qu'on n'a pas cassé ce premier arrêt, on est toujours dans un marché qui est haussier. Donc l'analyse technique nous permet déjà de comprendre ça. Est-ce qu'on est sur un marché haussier? Très bien. Oui, un marché haussier, je le répète, c'est ça. Voilà. D'accord. Si on commence à avoir un M, on casse ici le premier arrêt, par exemple, ici on casse le premier arrêt, ou même ici, hein, qu'on instaure un M de l'autre côté, ici c'est fini, nous sommes en tendance baissière. L'analyse technique nous permet de comprendre et de nous positionner sur un marché. Est-ce qu'on est en tendance baissière ou haussière? On ne va pas holder une tendance baissière. Et ça, seule l'analyse technique nous permet de le faire. Donc les figures de retournement sont des classiques, hein, les W et les M. Ici sur Bitcoin, nous avions un énorme W ici, on l'a cassé ici. Remarquez quand même la pertinence du pump ici. On a cassé ici, maintenant on avait l'information ici que nous sommes passés dans un cycle haussier. Nous sommes passés dans un cycle haussier ici, précisément ici. D'accord? Parce qu'on a eu notre figure de retournement et c'est ce qu'on chasse sur tous les assets. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un cycle haussier et c'est parce qu'on a fait de l'analyse technique avant qu'on a pu le savoir. Également, les zones de rechargement, on trace notre Fibo, on essaie de choper les zones de rechargement ici. Donc, typiquement, nous on achète ça et on achète ces mèches là. On ne va pas acheter du Bitcoin tout là-haut. Donc si je devais commencer pour l'analyse technique, je dirais que d'abord, c'est les grandes tendances. Ça peut être cohérent de prendre un Fibo sur un en cours pour affiner. Je comprends pas. Après, l'analyse technique, c'est quelque chose d'hyper souple, c'est absolument pas rigide. Fibonacci, on peut l'utiliser sur un mouvement entier, on peut l'utiliser sur des petits retracements, etc. Et les premiers arrêts, ça fonctionne sur tous les retracements. Mais tout dépend ce que vous voulez retracer. Si vous voulez retracer un mouvement entier, si vous voulez savoir si la tendance est toujours haussière, le premier arrêt sera donc le signal. Mais vous pouvez retracer, par exemple, ces petits mouvements qui sont ici. Et c'est pas parce qu'ici on a cassé le premier arrêt de ce truc-là qu'on part en tendance baissière. Pas du tout. On ira chercher la zone de rechargement de short.
Voilà, c'est hyper souple l'analyse technique et il ne faut pas rester cadenassé dans des espèces de cubes en se disant il n'y a pas de mysticisme dans ce qu'on fait, il n'y a rien de plus palpable et de plus cartésien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on n'invente rien en fait et on prédit rien en fait. Simplement, on se positionne sur un marché haussier parce qu'on sait qu'il est haussier. On se positionne sur un marché baissier parce qu'on sait qu'il est baissier. Et en ça, il n'y a rien de plus palpable que ça. Et là, il n'y a aucune, comment dire, il y a pas de mysticisme là. D'accord. Par exemple, hier, je prenais l'exemple de Walton, puisqu'on parlait de Walton. Par exemple, voilà, euh, très intéressant. On avait repris le concept du premier arrêt, très bien. Donc le premier arrêt, on l'a tracé, ici. Bon, euh, on va compliquer un peu les choses. Ici, moi, avec Poupi, avec plein d'autres personnes, on a acheté ici. Voilà, on a acheté ici, pourquoi? On va comparer et je vais vous montrer le raisonnement de l'analyse technique parce que l'analyse technique, si c'était, comment dire, euh, l'analyse technique, c'est un peu chaque personne qui va se faire son propre setup. L'analyse technique, on serait tous riches si on pouvait prédire ou etc. Euh, on peut être 10 et on va peut-être avoir une analyse technique qui va être différente et on va pouvoir la confronter. Mais c'est très intéressant. Mais moi, je vais vous expliquer en quoi mon analyse technique m'a permis d'investir sur Walton autour de 30 centimes. Je peux vous assurer qu'ici, sur JVC, il n'y a pas grand monde qui voulait acheter du Walton à 30 centimes. Mais moi, je vais vous expliquer pourquoi nous, on a acheté du Walton à 30 centimes. Tout simplement. Donc ici, je vais prendre par exemple le Total Market Store des cryptos. On va exclure le BTC ici. Et ici, on avait l'information, par exemple ici, sur le marché des cryptos, ici, que les capitaux étaient en train de rentrer dans les alts. On avait l'information ici, voilà, fin décembre. Ici, avec ce W qui prenait forme ici, on avait l'information que ici, les gens commençaient à se positionner ici. D'accord? On va prendre la charte par exemple de la BTC dominance. BTC dominance. C'est pour vous expliquer, hein, le fond de l'analyse technique, c'est vaste, c'est pas. Voilà. Ici, on avait l'information sur l'analyse technique, ici, qu'on avait instauré un top sur la BTC dominance. Autrement dit, c'est palpable, ça, je ne l'invente pas. C'est pas du mysticisme. Ce qu'on est en train de voir là, c'est les capitaux qui quittaient BTC pour partir dans les alts. Et ça, je ne l'invente pas, c'est sous nos yeux ici. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux sont en train de rentrer sur les alts. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur les alts? Hop, on va dézoomer ça. On voit des alts qui n'arrivent plus à faire des plus bas. Ici, par exemple, les alts n'arrivaient plus à faire des plus bas. On faisait des sommets de plus en plus hauts. On commençait à avoir des figures, des structures de retournement un peu partout sur le marché. Sur les alts, hein, mais vous prenez n'importe quel alt à l'époque, il y en avait énormément dans cette configuration-là. Bon, ben moi j'ai acheté ce W là. Et j'ai pris position ici. Voilà. Vous allez autour des 30-40 centimes. Pourquoi? Parce que ici, j'avais l'information que les capitaux rentraient sur le marché des altcoins et qui quittaient BTC. J'avais le signal que l'investissement devait se faire en janvier. Voilà. Et qu'en janvier, on posait des bottoms. Et ça, c'était palpable, c'était tangible. On le voit, c'est écrit sur les charts. On l'avance pas. Vous comprenez? Donc l'analyse technique, c'est aussi ça. C'est l'analyse du prix, mais c'est aussi l'analyse des capitaux, la navigation des capitaux. L'analyse technique, c'est tout ça. C'est hyper souple. C'est absolument pas rigide. Et c'est pas juste le premier arrêt, zone de rechargement, etc. C'est pas que ça. Par exemple, tout le monde a compris qu'on parle du petit débat qu'on a eu hier soir. Par exemple, ici sur Walton, ici, donc on avait eu une question sur le mouvement. On m'avait dit oui, mais ok, Walton a cassé son premier arrêt, on est en tendance baissière. Mais c'est pas aussi simple que ça. Oui, on a cassé le premier arrêt, et oui, quand on casse le premier arrêt, on sait qu'on retourne en zone de rechargement. Ok, ça on le sait. En tout cas, la zone de rechargement, c'est une zone qui est très intéressante pour prendre position. Sur le long terme, j'entends, sur le long terme. Donc j'ai retracé mon mouvement qui était entier, et la zone de rechargement était une excellente localisation. Ici, j'ai racheté. À 70 centimes, j'ai racheté du Walton. Parce qu'on a cassé ce premier arrêt. Est-ce pour autant que la tendance est terminée? Non. La tendance est haussière. La dynamique était baissière. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Est-ce que c'est parce qu'on retourne en zone de rechargement que c'est terminé? Non.
Est-ce que c'est parce qu'on retourne en zone de rechargement qu'on doit tout de suite acheter? Non, non. On n'achète pas juste parce qu'on est en zone de rechargement. Et c'est ça que j'ai eu du mal hier à expliquer dans le Discord, c'est que on ne prend pas position que sur des concepts comme ça. On doit additionner le maximum de concepts et le maximum d'indicateurs pour prendre des positions. Par exemple ici, je passe en 2 heures. Et rappelez-vous, ce que je vous ai expliqué toujours, depuis le début, c'est que, ok, ma localisation était bonne. Très bien. La localisation est ok. Ok. Mais j'ai dit, on a dit qu'il y avait trois conditions à remplir pour prendre position. La localisation était bonne. Ok, très bien. Ici, si je prends position juste ici, le cours va peut-être faire ça, mais personne ne sait. Hein. Personne ne sait. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est que les zones de rechargement sont de très bonnes localisations pour acheter. Mais nous, ce qu'on veut, c'est plusieurs conditions. On veut la localisation et on veut aussi le momentum. C'est-à-dire qu'on veut des signaux, on veut des signaux qui soient positifs pour acheter. D'accord? Ici, je cherche. Ok. Est-ce qu'on a une petite divergence par exemple? Ok. Ici. Donc là, c'est intéressant. On commence à faire des W sur William. J'essaie de trouver, voir si j'ai comme petite div quelque chose. Le Condès. Non. On va passer en 4 heures. Hop. Ok. Ici, par exemple, hop, je vais prendre le petit crayon. Ici, on avait quand même William qui sortait de son état d'enfoncement de survente. Et on avait sur notre momentum notre première condition. On peut avoir plusieurs conditions. Hein. Vous remarquez aussi la structure ici. Hein. Le W là, ce W là. On avait un W. On va le noter aussi ici. Et on avait notre structure. Structure OK. Le momentum, soit vous pouvez additionner vos conditions momentum, vous pouvez en avoir plusieurs. Par exemple, on peut aller voir, je peux en mettre un autre, est-ce que j'ai celui-ci par exemple? Voilà, ici par exemple, je passais bullish, ici je croisais vert. Ici, j'ai une deuxième condition momentum qui me permet de prendre une position. Pourquoi? Parce qu'ici, j'avais William qui sortait de son état d'enfoncement de survente, et ici, j'avais le biais institutionnel qui passait boule, ici. Vous voyez, à ce croisement-là, plus la structure ici, en W. Ici, j'avais donc mes trois conditions pour recharger dans cette zone-là. J'avais ma localisation, ok, la zone de rechargement. J'avais mes momentum, j'en avais même plusieurs. J'avais ici le croisement bullish et j'avais aussi ici sur William, je sortais de William et je repartais en zone de neutralité, voire même bullish. Vous voyez ici j'avais j'avais ce petit W aussi sur MACD qui était intéressant. Donc des fois j'ai des petites diffs qui sont très sympas ici, j'aime bien les avoir, les petites diffs ici. Ici je ne l'avais pas, c'est dommage. Ici je ne l'avais pas. Mais vous ne prenez pas une position que sur un critère, bien sûr, évidemment, c'est trop dangereux. Sinon ce serait trop facile, on trace des zones de rechargement et puis voilà. Et vous devez avoir plusieurs conditions. Et c'est ces trois-là. La localisation, ok, je suis dedans. Le momentum, ok, ici j'ai une convergence haussière, j'ai un W sur MACD, et ici je croisais bullish. Et je croisais bullish ici. Donc ma correction était terminée ici. En tout cas, j'avais l'information ici que c'était bullish. Mais ça, là, c'est pas du mysticisme, on le voit tous ensemble, on le voit, vous voyez. Et on additionne tous les indicateurs qu'on peut additionner pour prendre une position, on les additionne. Voilà. Hop. Alors, je vais virer tout ça. Hop. Donc nous étions en zone de rechargement ici, d'accord. Bon. Très bien. C'est pas parce qu'on a cassé le premier arrêt de ce mouvement-là qu'on revient en zone de rechargement qu'on est forcément en bear market. Mais non. Rappelez-vous, hein, une tendance haussière, c'est toujours des plus bas, plus haut. Et là, on a fait un nouveau plus bas, plus haut. Donc, on avait quand même ici, en zone de rechargement, un signal qui était ici, très fort.
On savait qu'on retraçait à la hausse. On avait le signal, ça repartait, on instaurait un nouveau bottom qui était plus haut que le précédent. C'est une tendance haussière, et ça c'est palpable, une tendance haussière sur tous les marchés. Quel qu'il soit, c'est ça une tendance haussière. Tendance baissière, c'est ça. Autrement dit, en tendance haussière, tous les retracements ici sont des bear traps. Et en tendance baissière, tous les retracements aussi sont des bout de trap. Donc là, on a refait un nouveau hop, 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 hop. Et même ici, c'est encourageant même de voir le cours rebondir ici. On pourrait même retracer ici sans problème pour repartir. Ça ne remettrait pas en cause du tout la tendance haussière. Voilà pour le petit point d'étape. Alors, je ne sais pas si ça répondra un peu aux questions sur... Mais tout ce qu'on fait, nous, il n'y a aucune zone d'ombre, en fait. Hein. On essaie, en fait, de se donner toutes les chances de notre côté avec, avec notre capacité d'analyse, en fait. Et notre capacité d'analyse, on l'a fait en fonction des indicateurs qu'on se procure. Certains ne vont pas utiliser MACD, certains vont utiliser RSI, par exemple. Je crois que RSI est très utilisé, par exemple, dans du range, parce qu'il est plus précis pour déterminer les divergences. Voilà. Et les divergences, c'est pas du mysticisme. Les divergences, c'est réel, c'est pas des choses qu'on invente. Par exemple, sur MACD, quand on a des divergences, on l'a expliqué hier, le cours ici monte, le cours ici baisse, on a une divergence baissière. Et ici, on a le signal que ça achète beaucoup moins que ça n'a acheté ici. Et donc la force qui est exercée ici n'était pas la même qu'ici. Donc ici, on a eu un retracement on a eu un petit retracement derrière. Et ça, on aurait pu l'anticiper ici, à la cassure de ce M, ici, toujours. Vous voyez? Ici, à la cassure de ce M, des traders auraient pu prendre une position en short, sans problème. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, en 4 heures, ils avaient le M qui s'était dessiné, ils avaient la cassure de la neckline ici, ils avaient la divergence qui était baissière. Et ils ont même cassé ici la neckline qui était ici. Attendez, j'ai pris le mauvais. Ici, on avait cassé la neckline de ce M. Je vous l'accorde, il n'est pas très beau. On l'avait cassé ici. Et ici, on avait le signal. Ici, on aurait pu très bien shorter et faire de la dingbat ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le W. On a notre structure. On a la structure de retournement, on repart. La petite convergence haussière. Voilà. Le petit W sur MACD. Et on repart. Et c'est toujours comme ça. Et ça, c'est du chartisme. Ça ne trompe pas. Les figures de retournement, elles existent. Elles sont réelles. Voilà. Un marché se retourne avec des W et les tops s'instaurent avec des M. Et c'est systématique. Et le premier arrêt signe la fin d'une dynamique. Voilà. Et plus vous retracez un mouvement qui est ancien, et plus le premier arrêt va pouvoir nous indiquer si effectivement nous sommes toujours en tendance haussière ou en tendance baissière. Voilà. Sur ce premier petit retracement, c'était très compliqué. Il était évident ici qu'en retraçant notre premier mouvement, il était évident qu'en voyant les capitaux quitter BTC et revenir dans les actes, il était évident qu'ici, ce n'était pas la fin d'une tendance haussière. Ce n'était que le début, même si on cassait le premier arrêt. Ok? C'était juste pour faire le point sur pas de mysticisme, pas de divination. Ici, on utilise les indicateurs, pas pour prédire, pour prendre des positions à l'instant T. Voilà, c'est tout. Pour avoir pour diminuer notre exposition au risque. Par exemple là, après le premier V. Ah ok, d'accord, donc j'ai répondu à ta question. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Fibonacci, voilà, c'est un outil qui est utilisé dans le monde entier et comme j'aime l'appeler, c'est une règle et c'est une unité de mesure pour nous. Une unité de mesure qui est utilisée dans le monde entier et les institutionnels utilisent Fibonacci aussi. Et c'est comme ça qu'ils déterminent justement des retracements, des zones de rechargement de short ou des zones de rechargement. Et la Smart Money accumule dans ces zones-là, dans ces zones de rechargement. D'accord? Ok. Et la Smart Money, elle vend et elle prend des profits dans cette zone de rechargement-là. Et c'est pour ça que nous, on utilise les mêmes. On utilise les mêmes. On essaie, nous, de naviguer dans le même sens. Dans le même sens que quand les capitaux quittent le Bitcoin pour aller sur les altes, nous, on fait pareil. On est des petits poissons, on suit les baleines. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Si on navigue à contre-tendance et si on n'a pas d'analyse technique sous les yeux, comment voulez-vous qu'on sache que les capitaux naviguent? Comment voulez-vous qu'on accumule dans les bonnes zones? Comment voulez-vous qu'on prenne des profits dans les mêmes zones? On ne peut pas si on ne fait pas d'analyse technique. Ça me semble évident. En 2017,
Et j'étais complètement perdu, moi, là-dedans. Mais vraiment, typiquement, je pouvais vendre ici et racheter des mouvements comme ça, mais comme un abruti, mais pas parce qu'on est débile, parce qu'en fait, on a aucune connaissance. On, on navigue à vue et on ne peut pas se permettre de mettre de la thune dans un marché et de naviguer à vue. Donc on fait de l'analyse technique. Et l'analyse technique, c'est quelque chose de tangible et de palpable, c'est pas de la divination. Ok. Euh, oui, deuxième question. Il m'avait dit, on avait discuté hier soir, pourquoi, enfin, c'est complètement fou de faire un plan. Alors attendez, je vais vous chercher directement le fichier en question. Le fichier en question. Pop, 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 pop. Ah, attendez, bougez pas parce que je suis sur un autre truc. Bougez pas, hein. Voilà, je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Hop. Hmm. Copier 2 minutes, hein. Ouvrir le lien. Voilà. On fait allusion à ce fichier-là, en fait. Hop, je vous mets les questions. Voilà, on reprend ce fichier-là. Bon, oui, je suis d'accord. Donc, on m'avait fait on m'avait posé la question, mais 80 $, mais c'est complètement aberrant, c'est fou. Enfin, pas aberrant, mais c'est utopique. Pourquoi aller mettre des ordres ici? Mais tout simplement parce que comme ça, de cette façon-là, on est paré à toutes les éventualités. Mais qui aurait pu croire un BTC à 60 000 $ il y a 6 mois? 6 mois! Il y a 6 mois, il était en dessous des 8 000 $ le truc. Qui aurait pu prédire qu'il était à 8 000, à 60 000? Mais personne. Personne. Les plans de trading, si vous voulez, en fait, le trading, c'est pas du hasard. On doit se préparer à à toutes les éventualités possibles. Faire un plan de trading de cette façon-là, ça vous permet de sécuriser vos profits. Ça me semble être indispensable quand vous mettez de l'argent en jeu. Ça me semble être la première des choses à faire, c'est avoir un plan de trading. Le plan de trading, c'est pas de la prédiction, ça. Ça, c'est pas de la prédiction, ça, c'est simplement un plan qui vous permet d'encadrer vos positions en fonction de ce que fera le cours. Vous n'en avez aucune idée, vous savez pas si on va aller faire ça. Peut-être qu'on fera même le double, vous savez quoi? Peut-être qu'on ira même jusqu'à 160 $, mais personne ne sait en fait. Et peut-être qu'on ira qu'à 20 $. Peut-être, qui sait, on ne sait pas. Mais le fait d'avoir un plan de trading vous évitera les questions de je vends quand? Est-ce qu'il serait pas temps de vendre? Quand il va y avoir une mèche rouge, vous allez vous dire panique, j'ai pas de plan de trading, donc qu'est-ce que je fais? Il y a une mèche rouge, j'ai pas pris de profit, merde, je vais me faire rect, je vends. Et vous faites rect, parce que derrière vous avez la bougie verte qui vient annihiler un petit peu votre ordre. Quand vous avez un plan de trading, vous dormez correctement. Vous attendez que vos positions se déclenchent. Et tant que sur les alts, nous avons l'information via la navigation des capitaux que nous sommes toujours dans un marché haussier, vous n'avez aucune raison de clôturer vos positions sur vos alts. Vous attendez sereinement, bim 3%, bim 10%, bim 18%, vous retracez, les capitaux naviguent toujours dans les alts, vous rechargez. Vous rechargez. Vous faites de la ding bag, on repart, on continue, etc. Quand on aura l'information que les capitaux se cassent des alts, on pourra clôturer par exemple 80% de nos positions sur les alts. De cette façon-là, on pourra sécuriser les profits qu'on a faits et on repartira dans le sens des baleines, c'est-à-dire peut-être certainement sur BTC par exemple. Mais c'est pas parce qu'on fait des plans de trading avec des ordres de vente qui paraissent fous qu'automatiquement on va les faire. Par contre, si on les fait, vous serez préparé. Vous prendrez vos profits parce que souvent quand le cours monte, on n'a plus envie de vendre. Il y a un moment donné où passer un certain montant, et en général quand on n'a plus envie de vendre, je peux vous dire, c'est en général là que ça sent la merde. C'est quand on n'a plus envie de sortir qu'il faut prendre ses profits, se tirer. Et c'est pour ça, vous vous imposez des règles. Et le trading, c'est tellement, tellement, tellement difficile euh, parce que la cupidité prend souvent le dessus que vous devez vous imposer des règles. Et moi, c'est mes règles à moi. Vous devez vous imposer vos propres règles. Je ne vous dis pas de faire le même plan de trading que moi. Peut-être qu'ici, vous préférez peut-être prendre le double de profit. Peut-être qu'ici, vous en prendrez moins et peut-être plus ici. Peu importe, c'est pas grave ça. Le tout, c'est d'encadrer ses positions. Le jour où le marché se retourne, on se casse. Et dans ces cas-là, le plan de trading n'a plus lieu d'être. Ok? Mais voilà, je réponds à la question tu fais de la divination parce que 80 $, non, c'est juste un plan ça. On est obligé de se préparer. Ok?
Bon, pour tout ce qui est analyse technique, je pense avoir répondu à la chose. Je vais pas rentrer dans le détail, il y a déjà tous les streams qui sont faits pour ça, c'est-à-dire calculer enfin, comment on calcule une zone de rechangement, etc. Tout ça, vous le verrez dans les premiers streams. Là, c'était vraiment une vue globale, navigation des capitaux, comment fonctionne la T. Et non, ici, voilà, c'est que du tangible. Voilà, dodo, exactement. Mais rien que la navigation des capitaux, tu peux l'avoir qu'à travers des courbes. Et pour moi, c'est assez nouveau, au fait. Pour rien vous cacher, il y a encore quelques mois, j'avais pas du tout compris le lien qu'il pouvait y avoir entre BTC et les alts. En fait, enfin, dans mon esprit, je comprenais pas que les capitaux pouvaient quitter Bitcoin pour partir dans les alts. Ça, je l'avais pas compris, par exemple, dans le dernier cycle. En fait, je comprenais rien dans le dernier cycle. Pourquoi les alts, elles pumpaient? Pourquoi d'un coup BTC il se règle, d'un coup il repart? Voilà, vous vous faites lessiver si vous ne comprenez pas ça. Mais vous vous ferez lessiver si vous ne comprenez pas ça, en fait, tout simplement. Je crois qu'Alas, peut-être, lui, c'était pareil que moi. Je pense qu'à l'époque, il comprenait pas ça. Enfin, je pense, on partage le même avis là-dessus. Et là, on découvre un peu le truc et on se rend compte, en fait, que les mecs, ils prennent leur thune, ils partent ailleurs et voilà, et c'est tout, en fait. Ok pour ça. Ensuite, on va aborder un autre truc que je, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. On a regardé ça hier pareil avec Alas, on trouvait ça pertinent. Dans un des streams, on a vu qu'éventuellement, pour le cycle haussier des altes, il était intéressant, par exemple, de convertir ces profits, les profits que vous ferez sur les altes, en Ethereum. Parce qu'Ethereum est fort durant l'alt season, parce que c'est un petit peu l'étalon des altes. C'est souvent lui qui prend énormément au niveau capitalisation, c'est celui qui prend énormément. Donc il est intéressant de convertir ces profits en Ethereum pour doubler vos profits. Hein? Explication. Ici, on va mettre la courbe de l'Ethereum. Peut-être que je vais prendre, je réfléchis, est-ce que je la mets en, allez, je la mets en dollars. Je réfléchis. BTC? Non, allez, je la mets en dollars. Ok. Hop. Tac. Je vais virer 2-3 trucs. Hop. Ok. Ok, Ethereum. Ensuite, on va comparer ça avec les alts. Les altcoins. Nouveau volet. Ok, les altcoins. Bon. Ici, vous voyez, est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que je peux... Ah, j'ai pas le... Merde, j'ai pas la... Ah, ça c'est trop con, ça. J'étais sûr que je pouvais avoir la... Ah non, oui, je l'ai pas, ça. Ah, ça c'est con. On l'aura pas là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Euh, C'est pas très grave. Ce qu'on peut constater, en tout cas, ce qu'on a constaté... Alors, attendez, je vais essayer de... Est-ce que je peux revenir sur... Je vais essayer de revenir ici. Tant pis, on n'aura pas le truc en bas. Bon. Ici, voilà. Voilà, ici. En 2017, on a eu une alt season. Une alt season, tout le monde maintenant sait ce que c'est. Donc, globalement, on l'avait eu ici. Elle avait commencé un petit peu plus tôt, en mars, et c'était terminé ici, en juin. Voilà, même avec la on va dire, ici. On s'est rendu compte que durant l'alt season, Ethereum était un asset qui prenait énormément de valeur. Voilà. Il prenait énormément de valeur. Il en prenait beaucoup plus que Bitcoin. Normal, les capitaux quittent Bitcoin pour les alts. Est-ce que je peux mettre Bitcoin? Comparer BTC, USD. Voilà. Ici, on le voit. Je vais virer ça. Ici, si vous faites un ratio entre le prix Bitcoin départ et le prix Bitcoin à la fin, et le prix départ Ethereum et le prix de fin Ethereum, c'est beaucoup plus avantageux de posséder de l'Ethereum durant une alt season. Pourquoi? Parce qu'elle va surperformer Bitcoin. Vous allez avoir un Ethereum qui va peut-être monter à 5, 6, 7, 8 000 $. Là où un Ethereum va peut-être stagner autour des 60 000 $. D'ailleurs, Bitcoin le montre, ça fait 2 mois qu'il n'arrive pas à passer 60 000 $. Autrement dit, ça fait 2 mois, 3 mois qu'il est plus intéressant d'avoir du Bitcoin, mais il est plus intéressant de posséder des alts. Pourquoi? Parce que les alts prennent de la valeur face à Bitcoin. Ici, sur l'Ethereum en 2017, on a vraiment eu un run très intéressant sur Ethereum. Donc, c'est-à-dire qu'ici, vous avez sur vos plans de trading des profits que vous allez faire au fur et à mesure et que vous allez TP en Ethereum. D'accord?
Si vous TP ici, je dis une connerie, mais si vous TP par exemple 1000 euros, 1000 dollars, peu importe, et qu'Ethereum passe de 2000 dollars à 4000 dollars, vous aurez donc vos profits qui vont faire x2 sur Ethereum. Vous aurez donc fait des profits que vous allez multiplier par 2, vous comprenez? C'est encore plus intéressant. D'accord? Si vous êtes sur BTC, peut-être sur BTC, vous allez plutôt faire 15%, 20%. D'accord? Vous ne ferez pas forcément x2, x3 ou x4. Peut-être même x4, qui sait? Donc durant cette période, c'est intéressant de passer en Ethereum. Et ce que j'ai constaté aussi hier, et on va le voir, et là, accrochez-vous, parce qu'il va y avoir plusieurs courbes, et il va falloir, j'espère que vous allez comprendre ça, parce que ça me semble important. On va comparer ça avec... on va comparer ça avec une alt. Par exemple, on va prendre Stratix. Stratix sur Bitrex. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, j'ai failli, excusez-moi. On va prendre ça, on va la comparer, on va mettre Stratix et on va la mettre sur Bitrex parce qu'on a un peu plus de... Voilà, on va mettre nouvelle échelle de prix, voilà. Hop. On va se mettre... On va revenir un peu en arrière, excusez-moi, un peu... Voilà, tac. Ok. Alors voilà. Voilà ce que j'ai constaté hier. Ce que j'ai constaté hier, et Calas on rajoute à pas BTC. Ce que j'ai constaté hier, c'est que si vous passez vos altcoins, donc imaginez ici, on se remet dans le contexte, ok? On imagine que cette alt CZ peut être similaire à celle qu'on a vécue à l'époque. Quand vous allez avoir des assets qui vont être paraboliques comme ça sur vos altcoins, ok? Vous allez prendre vos profits comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous dis tout de suite, vous ne vendrez pas le top. Ce sera très compliqué de faire ça. Il n'y a que Calas qui peut vendre le top, personne d'autre. Vous vendrez le top, et ici, comment vous dire? Donc ici, vous serez passé en Ethereum, d'accord? Vous ne serez pas tous passés en Ethereum, mais comment vous expliquer? J'ai l'impression que le top sur les altcoins, c'est fait avant le top sur l'Ethereum. Et donc en fait, si vous TP vos ordres, si vous prenez vos profits en Ethereum, vous allez en fait vous protéger de ce crash en fait. Non, Calas, c'est un bon point hein, si tu es le seul à trouver le top. Je suis sûr qu'en plus tu es capable de le trouver. En gros, vraiment, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous passez en Ethereum, alors vous vous, vous exposez moins à ce mouvement brutal sur les altcoins. Parce qu'ici, vous n'avez vraiment pas le temps de dire ouf, c'est retour premier arrêt sans broncher. Et ça fait très mal ici. Quand vous prenez ça, ça fait vraiment mal. Vous voyez, vous prenez moins 30% à la journée et on n'a pas encore vécu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, pourquoi avoir un plan de trading que je vous ai montré tout à l'heure? Eh bien tout simplement pour prendre des profits tout le long de cette tendance haussière. Voilà. Si vous attendez le dernier moment, bim, vous prenez ça, vous êtes rect et puis vous pleurez. Et là, vous n'avez même plus envie de vendre. Vous dites non, mais ça peut que remonter. Et là, bim, c'est même pas la peine d'envisager ça. Si vous attendez le top pour faire vos profits, vous mangerez ça. Ici, vous n'aurez plus envie de vendre en vous disant non, mais en plus, ça remonte là. Donc vous dites non, c'est bon, j'ai raison, ça va remonter. Et puis bim, une grosse punition. Et là, vous perdez, vous perdez 73%. C'est pas possible. Par contre, si vous TP comme ça sur Ethereum, et bah, ce qui est cool, et c'est ce que j'ai constaté, je ne sais pas si on refera la même chose, mais c'est que le top a été donné avant sur les alts. Donc si on voit un top sur les alts, en plus on voit derrière on voit ici que les gens ont TP sur Ethereum. J'ai l'impression que les gens ont TP sur Ethereum parce qu'au moment où on a fait un top sur les alts, Ethereum, lui, il a complètement pris en valeur. Donc vraiment, les gens ont TP sur Ethereum, clairement. Clairement, en tout cas, moi c'est comme ça que j'interprète la chose. Et quand vous verrez cette phase parabolique sur Ethereum et que vous commencerez à voir des M sur vos alts, vous aurez peut-être le signal qu'il est peut-être temps de passer en USDT. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous arrivez à faire la corrélation entre ces deux courbes? Pour moi, c'est tellement, tellement bien d'avoir vu ce truc parce que
Ça veut dire que si on se sécurise sur Ethereum, ça veut dire qu'on arrivera peut-être à anticiper ce top. Et si on arrive à anticiper ce top, peut-être qu'on arrivera à passer en USDT pour acheter ça. Et là, comme dit Calas, c'est un hold-up qu'on fait. Je vous le dis tout de suite, hein. Si vous vendez ici, parce que vous avez le signal ici qu'on part en parabole, parce qu'ici on instaure un top, et que vous rachetez là-dedans, franchement, c'est tellement un bon trade, ça, je vous dis même pas. Ce serait tellement propre. Alors justement, Fouad, on va en parler. Ça j'allais continuer. C'est bien que tu parles de ça, on va continuer là-dessus. En fait, monsieur le prof, oui, je suis d'accord avec toi. Ici, on en parlait juste avant, effectivement, les deux courbes sont très corrélées. C'est-à-dire que dans une alt season, Ethereum prend de la valeur et toutes les alts globalement prennent de la valeur. BTC, lui, galère un peu. Mais ce qu'on remarque en fait, c'est que quand les alts sont passés paraboliques ici et que les gens ont TP les profits, ils ont commencé, je vous le dis tout de suite, ils ont TP ici. Ils ont commencé à TP ici, ici, etc. On a vu que, à mon avis, à mon sens, les gens qui ont TP ici l'ont fait sur Ethereum. Pourquoi? Parce qu'on voit la courbe bleue ici. Quand on a commencé à avoir une phase complètement parabolique sur les alts et donc des gens qui ont pris des profits, on voit Ethereum qui commence à faire la même chose ici. Si Ethereum prend de la valeur, c'est que des alts partent dessus, c'est que des capitaux partent dessus. Et moi, je pense vraiment que les gens ont échangé leurs altcoins contre Ethereum. Voilà, et on a eu cette phase parabolique sur Ethereum. Et ici, ce qui est intéressant, et là, si vous êtes un Jedi, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, on trace notre Fibo ici. Hop. Le jour où on a par exemple ce retour premier arrêt sur Ethereum, on trace notre Fibo, on trace la zone de rechargement de short ici, et ici on se casse. Et ici on se casse. Idéalement, on se casse ici parce qu'on a vraiment l'information ici qu'on est en train d'instaurer un M sur Ethereum. D'accord? Ok? Même ici, vous voyez, on a le signal. Et ici, ce serait une très bonne localisation pour prendre tous ces profits en USDT. Est-ce que beaucoup d'alts ont superformé ETH? Bah, ETH, par défaut, c'était l'alt qui a certainement le plus performé à l'époque. J'entends par là qu'elle avait la capitalisation la plus grosse. Oui, Gold, justement, je fais le replay, et puis comme ça, justement, on a pas mal parlé de l'intérêt des analyses techniques et tout ça, donc tu pourras regarder le replay sans problème. Je le mettrai dans la soirée du coup. Donc oui, l'intérêt, c'est vraiment, on a un top d'abord sur les altcoins, on a ce M qui se dessine, on a l'information ici que les capitaux quittent les altcoins et partent sur Ethereum. À ce moment-là, on a quand même l'information que ça sent quand même pas très bon. On n'a pas l'information, peut-être qu'Ethereum peut faire un W et repartir, ça personne ne le sait. Mais en tout cas ici, après une hausse aussi importante, ici c'est une excellente localisation pour sécuriser ses capitaux. Hein, on peut passer en USDT dans le doute. On sait que ici, on sait que juin, en 2017, on sait que ça a été en tout cas une zone importante de profit et on a vécu un été qui était très compliqué. Hein. Alors là, vous avez bien compris qu'en orange, on avait les altcoins et qu'en bleu, on avait Ethereum. On va rajouter maintenant Bitcoin et là, vous allez voir une troisième surprise. Je m'en suis aperçu hier, c'est très étonnant. Très étonnant. Nouvelle échelle de prix. Ok. Hop. Est-ce que je peux la déplacer celle-ci? Non, je ne peux pas la déplacer ici. Aïe. Merde, comment je vais faire ça? Je peux pas la déplacer. Ah si, c'est bon. Regardez. Bon. Ce qui est très étonnant. Voilà. Alors, le constat qu'on peut faire ici, et c'est un peu étonnant, c'est que d'abord, on a un top. D'abord, on a un top sur les altcoins. Ok. Ensuite, on a un top sur BTC. Ok. Et ensuite, seulement, on a un top sur Ethereum. Donc, personnellement, ça me conforte encore dans l'idée que Ethereum reste la meilleure bouée de sauvetage en fin d'alt season.
de toute évidence, c'est certainement l'alt qui va... Ah oui, il faut être complètement. Je te cache pas que moi, je me prépare à ça de toute façon. Ça se prépare, ça. Parce que quand vous avez des alts qui prennent 3000%, 8000%, peu importe, derrière, vous savez que vous allez avoir un retracement baissier et ça va pas être un petit retracement baissier. D'où l'intérêt en fait d'avoir un plan de trading pour prendre des profits au fur et à mesure. Voilà. Et je pense que personnellement, pour l'instant, je suis dans l'optique plutôt de passer en USDT fin juin. Voilà, très honnêtement. Et si je commence à revoir ça sur les alts, et si je vois ça sur BTC, je vous cache pas que Ethereum, je vais passer en USDT, très franchement. Dans le doute, je passerai certainement en USDT. Voilà. Après, on a observé, alors attendez, je vais peut-être dégager Stratix. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Eh ben, jusqu'à juillet, au moins juillet. Hein. Alors attendez, vous m'en voulez pas, mais je vais faire du tri. Hein. Je vais virer ça. Voilà. Voilà. Bon. Ici, ensuite, on a eu sur Bitcoin. Ouais, c'est Bitcoin. Ouais, c'est Bitcoin. Ici, ensuite, on a eu sur Bitcoin, attention, on a eu une zone de consolidation. Par contre, sur les altcoins, elles se sont fait exploser, hein, les altcoins. Hein. Je vous le dis tout de suite, tout le monde s'est cassé. Enfin, en tout cas, les riches se sont cassés. Et ici, vous avez eu un gros dip ici sur Bitcoin. Hein. Par contre, ici, on avait l'information que fin juillet, ici, vous voyez précisément, et c'est ça que nous, on ne recherche pas, on avait eu la cassure de ce W ici. Ici, on avait donc l'information que le marché reprenait de la valeur et qu'on repartait en tendance. Enfin, la dynamique s'inversait, on reprenait une dynamique haussière. Ok. Ici, moi, je passe en BTC. Je suis plus sur les alts. Les alts, c'est terminé pour le up, on plie le rideau. Les alts, elles sont HS, d'accord. Par contre, Bitcoin lui reprend de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se repositionne sur Bitcoin à ce moment-là. Ici, on était en USDT. Éventuellement, on rachète ici. Hein, vous connaissez la chanson, on trace notre Fibo, on regarde s'il y a des zones de rechargement, ou on rachète le premier arrêt. Et à mon avis, ici, c'était le premier arrêt. On va voir. Ok, donc ici, on est bien venu le péter. Vous voyez, on a bien fait peur. Et à mon avis, c'est perso. Maintenant, ça c'est perso. J'ai quand même la sensation que dans ce cycle, on retournera voir le premier arrêt tôt ou tard. Voilà, ça c'est mon avis. Je pense que tôt ou tard, je vois bien le marché nous refaire ça, personnellement. Peut-être que ça arrivera pas, mais j'ai quand même ce sentiment-là. Et vous voyez, quand on a ça là, peut-être ici, c'est une excellente localisation d'achat. Ok. Ici, ça peut être une excellente localisation. En tout cas, si vous avez réussi à vendre par ici, si vous avez réussi à prendre des profits par ici, donc je parle d'Ethereum, hein, à peu près en même période, c'est-à-dire juin, et que vous rachetez ici avec tout ce que vous avez accumulé ici, vous faites un braquage. Très clairement, vous faites un braquage. Idéalement, vous pouvez simplement rentrer ici. Personne ne vous en voudra. Peut-être que vous aurez perdu un petit peu. Si vous avez holdé, peut-être que vous auriez perdu un peu, mais vous aurez dormi tranquillement. Voilà, moi perso, on peut aussi attendre la cassure du W ici pour rentrer de nouveau pour le dernier bull run. Dernier bull run qui, je précise, et en général, c'est un peu le bouquet final sur le marché des cryptos. Tout s'accélère, ça part très très vite. Et attendez, je vais dégager tout ça, là, ça m'épuise. Hop, hop. BTC, USD. Non, il veut pas. Pourquoi? Bon, ok, ok, super, j'ai TradingView qui déconne. Hop. Et ensuite, vous avez, on en a déjà parlé hein, dans d'autres streams, mais ici, vous avez cette phase parabolique sur Bitcoin. En général, et je vais essayer de dédier un stream entièrement à ça, un stream qui sera uniquement dédié à comment prévoir et anticiper un top. J'entends par là qu'on n'arrivera jamais à vendre un top, je le précise, mais comment on peut et avec quel élément on peut se dire que le top approche. D'accord. Déjà, il y a plusieurs. Je l'aborde très rapidement ici, mais il y a l'euphorie.
Ça, l'euphorie, on peut la récupérer sur différentes chartes. Le nombre de wallets créés. Ici, vous avez énormément de particuliers qui vont ouvrir des comptes sur Binance, etc., etc. Deux, les capitaux qui sortent des clés Ledger et qui arrivent sur les exchanges. Donc typiquement, c'est des millions de bitcoins qui sont déposés sur les exchanges. Donc là, vous avez l'euphorie, vous avez le nombre de wallets des particuliers qui explosent et vous avez les bitcoins qui sont déposés sur les exchanges. Et déjà, ces trois éléments-là peuvent vous dire ça sent un peu la merde quand même, vous voyez. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment beaucoup de demandes et peu d'offres. D'accord? Et quand c'est ça, bah, ça veut dire qu'il y a énormément de liquidités qui s'accumulent au nord et c'est très bon pour les baleines puisqu'elles vont pouvoir vendre leurs tokens. D'accord? Et puis ensuite, en général, il y a ce qu'on appelle le bluff top. C'est vraiment bim, ce gros retour violent premier arrêt, ce M et là on casse et là c'est fini, on se casse. Voilà ce qui se passe en général sur un top et c'est le schéma classique d'une bulle. Voilà. Et en général, on aime bien sortir ici, sur ces mèches ici. Donc là, pareil, typiquement, on prend le Fibonacci, on trace le top. Alors, on peut prendre cette mèche. Franchement, on peut prendre cette mèche. On trace notre zone de rechargement de short. Et le marché nous fait l'opportunité de revenir vendre ici. Donc ici, vous aviez l'occasion. Enfin, bien sûr, c'est l'occasion rêvée. Hein. Mais typiquement, quand vous avez le retour premier arrêt, le blow off top, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire que. Alors, attendez, je vais vous retracer aussi ça, que vous compreniez bien. Mais ça, on le verra dans un autre stream. Je vais vraiment y consacrer, je pense, peut-être une demi-heure ou 40 minutes. Ici, vous voyez, vous avez le premier arrêt. D'accord? Ici, vous avez le premier arrêt. Tant qu'on ne passe pas sous ce premier arrêt, rappelez-vous, nous sommes en tendance haussière. OK? Ici, j'ai retracé ma zone de rechargement de short. D'accord? Ici, vous aviez donc l'information que, on est d'accord, ce deuxième top était plus bas que le dernier. La dynamique s'est inversée ici, nous étions dans une dynamique baissière. Pas forcément une tendance baissière, une dynamique qui était baissière, d'accord? Mais ici, vous aviez aussi une très bonne occasion pour prendre vos profits et vous barrer du marché, d'accord? Honnêtement, quand vous avez cette phase euphorique, quand vous avez les wallets qui explosent, quand vous avez des millions de bitcoins qui apparaissent et qui pop sur les exchanges, très honnêtement, ici, vous vous posez pas 36 questions, vous vous barrez. Juste vous vous barrez en fait. Hein. Surtout après une hausse parabolique comme ça, il ne faut pas trop chercher midi à 14h, d'accord? Donc ici, si vous n'aviez pas pu vendre ici, vous attendez le retour en zone de rechargement de short et vous vendez ici. Et vous vous barrez. Et vous clôturez toutes vos positions. D'accord? Ici, évidemment, vous avez bien vu ce M, cassure de la neckline. Bon, bah voilà, c'était plié, on repasse, on casse le premier arrêt. Bon, bah direction zone de rechargement. Ok. Voilà. Sur les cryptos, on a même tendance à descendre un petit peu en dessous. Donc vraiment, c'est très symbolique d'une bulle, c'est-à-dire que c'est vraiment ce retour premier arrêt ultra violent qu'on n'a encore jamais vu. Hein. Enfin, je veux dire, là, dans ce cycle-là, on n'a pas encore vécu. Hein. Et on en est très loin, je pense. Je pense que cette phase-là, on l'aura peut-être entre 150 et 250 ou 300 000 $. Mais pas à 60 000. En tout cas, le marché ne montre pas du tout ça aujourd'hui. Les wallets, il n'y en a pas tellement qui sont créés. Les tokens, je crois qu'il y a 6% de tokens sur les exchanges. Imaginez-vous, 6%, autant vous dire, il n'y a rien du tout sur les exchanges. Donc ça, à mon avis, Bitcoin a encore de beaux jours devant lui. Donc voilà, bluff top, retour premier arrêt très violent, rebond, zone de rechargement de short, on casse et c'est fini, on termine le cycle. C'est clair pour tout le monde, ça va? Donc, Altseason, je pense qu'idéalement, c'est bien de TP en Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum superforme Bitcoin et vous pourrez doubler vos profits. Ensuite, on va observer ce que le marché va faire. Est-ce qu'on va faire un top sur les alts, ensuite un top sur Bitcoin, et ensuite, là, on aura déjà deux informations. Un top sur les alts, un top sur Bitcoin. On se dira, allez, USDT pour Ethereum. Hein? On se met en USDT sur Ethereum, on ne prend pas de risque. Ok, et là, comme ça, on sera safe. Bon, bah, si le marché repart, tant mieux, on rachète un W en weekly ou en daily et on repart et on se remet dans le train. Si par contre on part à la cave, bon, vous aurez une très belle occasion pour refil. Voilà, avec tous les profits que vous aurez fait. Ça, je pense que c'est plutôt ce que je tenterai. Ensuite, vous avez donc juin ici, là, vous voyez,
septembre, ici, vous aviez ce W qui prend forme, bim, on repart dans une parabole. Donc ici, si vous étiez en USDT, ici par exemple, donc techniquement, on est sorti en USDT. Voilà. Techniquement, techniquement, on a dû se mettre en USDT ici, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Techniquement, on sort en USDT ici. Bon. Quand on voit ce W ici, c'est comme une figure qui est extrêmement bullish ici. Bon, bah, on reprend position dans Bitcoin et on surfe, hein, c'est bon, hein. Vous avez que du Bitcoin ici, vous n'avez pas d'alt, hein. Et là, bon, bah voilà, vous profitez de nouveau de cette hausse parabolique. Voilà. Et ici, je me souviens, ici, on va, hop, dernière chose, on va prendre Stratix parce que c'était une alt qui était très sympa à l'époque. Elle reflète bien ce qui s'est passé. Ici, vous voyez, les gens, les riches, enfin les gros portefeuilles, ont surfé sur la parabole du Bitcoin. Ici, ils ont fait des profits, hein, d'accord. Par contre, ici, et précisément ici, là, par là, ici même précisément, ils ont commencé à refill les alts qui avaient bien pété durant l'alt season de 2017. Vous voyez. Et ensuite, les mecs se sont gavés. Ils ont de nouveau fait, avec tous les profits qu'ils ont fait durant l'alt season, ils ont de nouveau fait x10, x100, x50 sur les alts. Voilà. Et là, pareil, pas de mysticisme. Premier arrêt, vous vous souvenez, on trace le Fibo, on retrace le top. Où est-ce que le W se forme? Dans la zone de rechargement. Ici, on trace notre zone de rechargement. Ici, on vient recharger. Rappelez-vous, on ne recharge pas parce qu'on est en zone de rechargement. On veut la structure, on veut le momentum, on veut tout ça. Ok? Ici, on avait la localisation, zone de rechargement, on avait la structure, on avait le W. Et certainement que si je mets des indicateurs, je vais trouver mon billet. Ok? Bon, bah ensuite, même punition. On remet des TP, on fait des TP, on fait des profits, et on se barre. Et là, par contre, on se barre. Merde. J'ai fermé le truc. Bon, pas mal. Je crois qu'on va aborder vite fait les questions que vous aviez posées dans proposition. Mais ça, on le reverra en fait. On le reverra durant tout le mois d'avril et de mai, tant que c'est pas acquis, et on le reverra en fait. Alors, dans proposition, vous aviez posé des questions. Je vais les lire. Alors, ok. Donc, il y a Petit Miel qui demandait SNM, c'est ça? Je sais pas sur quelle paire tu parles, mais on va aller voir ça. Bah, je vais mettre du coup la paire BTC, je pense que ce sera plus pertinent. BTC. Ok. Donc, d'accord. Donc en fait, la question Petit Miel, je l'écris ce matin, impossible de dégager de tendance sur SNM, XVG, peu importe, en traçant Fibo. Ça me parle pas. William aussi, j'ai l'impression de voir DM, mais incapable. Eh ben, Petit Miel, qu'est-ce qu'on te disait? On va reprendre la base de la base. Ici, nous étions en tendance baissière. Tendance baissière, c'est des sommets plus bas, etc., etc. Ici, on voit quoi? Figure de retournement de marché, ok? Nous avions ce W, ok? Donc, jusqu'à preuve du contraire, ici, nous reprenons une dynamique haussière, ok? On pourrait très bien faire un head fake ou un wake off, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, une dynamique haussière, c'est un W, on casse, et ensuite, on instaure des sommets et des creux ascendants. Et c'est exactement ce qui est en train de faire, en daily sum. Ok? Donc pour l'instant, la dynamique est belle, elle reste intacte, il n'y a aucun problème avec ça. On fait des creux et des sommets ascendants. Ok? Pareil. Ok? Tant qu'on ne vient pas faire ça à un M et qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ici sur cet asset. Hein? Après, si tu veux, on peut aller travailler ça un petit peu plus en. Hop, on va aller mettre d'autres indicateurs. Ok, donc en plus, ça n'a pas tellement ici, ça n'a pas tellement pris profit, tu vois, sur le BV. En tout cas, les gens se sont pas barrés. Ok, bon, bah oui, ici, ça a été un peu violent. Bon, là, on a une petite perte de momentum, tu vois, on fait un M ici, donc bon, on pourrait retracer un petit peu plus bas. Ok, William est stupidement suracheté. À suivre, mais pour l'instant, en tout cas, la dynamique reste intacte, il n'y a aucun problème. Je pense que d'ailleurs, il y a pas mal d'alts qui doivent être dans la même configuration, XVG par exemple.
On va aller voir XVG. Ok, donc là, ça accumule à mort. On va se mettre en daily. Oublie pas, petit miel, du coup, si tu veux vraiment dégager une tendance, il faut que tu te mettes en daily, pas en 5 minutes, pas en 2 minutes. D'accord. Bah là, c'est pareil, quoi. On voit les W qui s'inscrivent de partout, c'est très bullish, ça, hein. On surveillera. Par contre, ok. Ah oui, ce truc-là, d'accord. Ok, ce truc-là avait un ROI de fou. Bon, là, tu prends. Putain, qu'est-ce qu'il est chiant, toi, de avec ça. Donc là, on prend notre bottom. On trace ok, voilà. Bon, bah, tu vois. Donc, pareil, hein. Ici, on a les W, ok. On vient tout juste de les casser. Ici, on n'a pas fait de retour premier arrêt, hein. Donc, ici, il n'y a pas de problème au niveau de la tendance, hein. C'est un mouvement de respiration pour le moment, quoi. Ok. Ok, W est plutôt bullish, hein. Pour l'instant, c'est plutôt. Oui, celui-ci, il avait vraiment. Celui-ci, il avait vraiment tout cartonné, quoi. Ok. Hein. La petite zone de rechangement de short ici. Franchement, celui-là, je pense il a quand même pas mal de. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, il a l'air quand même très intéressant. Et il a l'air encore très accessible. Et peut-être, tu vois, peut-être même que. Je dirais même que celui-là. Je te dirais même que celui-là, il a peut-être même pas. Il a peut-être encore rien fait du tout, tu vois. On pourrait peut-être imaginer qu'il puisse revenir, peut-être éventuellement faire un petit wake-off ici. Auquel cas, ceux qui sont intéressés par vert, ce serait peut-être très, très intéressant. Ici, on ferait un nouveau creux ascendant et on repartirait. En tout cas, moi, je le verrais bien comme ça. Mais bon, pour l'instant, c'est bullish ça, hein. Ok, hein. Bon là, attention, petit mouvement de respiration, hein. William croise, on a le M sur William, bon, on casse, hop, on descend. Ok. J'espère que ça a répondu. J'étais premier que des listes des autres noms. Oui, je suis. Impec, oui, ok. Donc ta tendance, déjà, ça se fait en daily. Une tendance, c'est en daily. Ok. Une dynamique, ça peut être en 4 heures ou en 2 heures. Une tendance, ça se fait en daily. Voire même en weekly, hein. Ok. Tu vois, c'est très bullish là, hein. C'est très bullish ça, ce W ici. Et à mon avis, c'est qu'un petit. Et d'ailleurs, moi ça m'embête, ça c'est pas tellement un W, mais bon, c'est pas grave. Je, ça, je le prendrais pas comme un wake-off. Il serait plutôt ici le wake-off. Ça donne quoi ISVG en USDT? Il a pété celui-là, non? Ok, d'accord. Ok. Donc ouais, pareil, en USDT, aucun souci, regarde. T'imagines? T'imagines, toi? On a fait, euh, on a fait 600%, donc ce petit mouvement de respiration-là, il est complètement sain, et pour l'instant, on le voit aussi sur la paire USDT, hein. C'est des creux toujours, voilà. Ta tendance, elle est intacte ici. Ok? Ensuite, j'ai une autre question. Moi, j'aimerais qu'on regarde à nouveau, donc ça, on l'a fait. Comment étudier le prochain arrêt quand on casse une résistance? Ok, donc je ne sais pas si je comprends bien la question, mais on va essayer de le faire. Bah, on va prendre l'exemple de petit miel ici. Là. Ici, par exemple, d'accord? Ici, je pense. Attendez, on va se mettre en daily, en 4 heures peut-être plus. Ok. Admettons, je prends. Je sais pas si on l'a cassé, mais oui, là, ici, on l'a cassé. Ok. Ok, ici, on l'a cassé. Allez, là, c'est pénible ça. Voilà. Je pense que ta question, c'est une fois qu'on casse le premier arrêt, est-ce qu'on peut targeter un objectif de hausse? Non, c'est ça? Comment estimer, déterminer le prochain top? Ou un rebond sur premier arrêt et l'autre zone. Bon, déjà, quand tu casses ton premier arrêt, donc déjà ici, tu avais quand même l'information, tu avais ce M, hein. Voilà, tu avais la cassure de la neckline ici, c'était déjà c'était pas beau, hein. Franchement, c'était pas beau. Mais à côté de ça, j'ai l'impression quand même que malgré tout, on n'est pas retourné en zone de rechargement. Dommage. Ici, ça aurait été très intéressant d'y retourner. Bon, ici, on repart. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu prends ton Fibo, tu le traces au bas. Et moi, j'avais cet outil-là en fait qui me permettait en fait de targeter un objectif de hausse.
Voilà, 100% quoi, ici. Ça peut te permettre, si tu joues, si tu veux trader par exemple une continuation haussière, ça peut te permettre justement de venir prendre des profits justement à x2. C'est-à-dire que tu achètes le dip ici, ou par ici là, tu traces quand tu vois par exemple, quand tu vois ici, alors attends, je vais mettre des indicateurs, hop, si on peut le faire propre. Hop. Alors, voilà, par exemple ici, tu vois. C'est ça que j'ai. Moi, j'adore voir ça. Pour moi, ça, c'est un setup que j'apprécie énormément. C'est ici, tu as une divergence haussière. Donc, je précise, une divergence haussière, ça veut dire qu'ici, ça vend de moins en moins. Les volumes acheteurs sont de moins en moins importants. Et c'est les boules qui reprennent le contrôle du momentum. Ici, on a des W, très bullish. Donc, ici, ton momentum, tu as ta divergence, d'accord? Ici, tu as William qui croise. Donc, tu as deux momentum. Tu as ta divergence et ta William. Ta localisation, ta localisation est bonne. Elle n'est pas excellente, elle est bonne. Idéalement, on aimerait voir ça dans la zone de rechargement. Mais pourquoi pas? Ici, si tu veux juste trader la continuation, tu peux acheter par exemple ici, là. Précisément ici sur la cassure de cette sur la cassure de la neckline ici. Hop, tu attends la cassure de cette neckline ici. Ici. Ok? Ensuite, tu mets ton Fibo comme je l'ai mis là. Tu targetes par exemple à 200%. Et puis alors je sais pas si je peux, parce que j'ai l'outil, donc je l'utilise très peu, hein, mais si tu prends par exemple position ici, tu peux targeter un 3 pour 1. Est-ce qu'on l'a là? On a un x2. Tu peux aussi targeter un 3. Tu peux aussi targeter un 3. Un 2, c'est-à-dire que tu minimises ton exposition au risque. Autrement dit, ici, tu mets ton stop ici, là. Hop, je désactive ça. Tu mets ton stop ici, sous ce bottom ici. Ici, tu as ton W qui s'instaure, tu as ta divergence, tu as William qui croise, tu es dans une localisation. Moi, j'aurais bien aimé la zone de rechargement, mais on n'y est pas, c'est pas très grave. Ici, tu mets ton stop ici dessous, et puis ensuite, tu peux targeter le 3 pour 1. Voilà, et puis tu revends ici, hein, de manière à avoir les 3. Attends, le ratio risque n'est pas bon là. Ah oui, je me disais bien que c'était bizarre. Pour 3, voilà. Voilà, ici. Et ici, c'est très intéressant comme trade. Et ici, tu peux prendre des profits ici. Voilà, hop. Ok. Ça, c'est par exemple, c'est typique si tu veux faire un long. Hein, tu as toutes tes conditions ici. Tu fais un 3 pour 1 parce que c'est quand même plus intéressant que simplement à 100%. Et puis ici, tu revends sur ce niveau-là. Ou alors, tu peux targeter ça comme ça aussi. Avec ton extension à 200%. Et puis, tu peux vendre ici. Ou alors, tu peux faire les deux. Hein, tu mets ton stop ici, tu revends 50% ici, 50 ici. Je regarde dans proposition s'il y avait autre chose. Donc voilà, après là, tu revendras jamais précisément ça, et tu revendras jamais précisément ça, hein, forcément. Ce serait trop beau. Mais tu peux déjà Le Fibonacci est intéressant pour targeter des objectifs de vente, de profit, je le répète, il est fait pour ça. Alors les pépites ETH, peut-être on essaiera d'y faire un stream dessus. Là, ça risque de prendre beaucoup de temps, donc je ne vais pas le faire. Ensuite, Teach. Alors, EOS, ETH. Ah oui, je l'ai vu, oui. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez un magnifique wake-up sur ETH. Donc c'est très intéressant, ça. C'est très intéressant. On va mettre les indicateurs. Donc c'est exactement ça, c'est très bullish. Alors idéalement, on aimerait prendre position ici. Ici, sur ce W là, ou on aimerait prendre position sur celui-là. Hein, les deux sont achetables. Et le wake-off est une excellente localisation. Alors attention à ton momentum ici. Moi, je ne prendrai pas position de suite. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ici, on a William qui n'est pas très encourageant. Hein. Il a quitté son état sur achat. Il a tendance à plonger dans celui de survente.
On attendra peut-être que ça croise ici, qu'on essaie de réinstaurer un W comme ça. Ok. Ici, idéalement, on aimerait aussi que ce W prenne vie. Ok. Et ça, ce serait très intéressant de surveiller ça. Donc, si tu es positionné ou si tu veux te positionner sur EOS, peut-être attendre quand même, peut-être attendre des confirmations. C'est-à-dire, ici, on aimerait bien voir les boules se remontrer, instaurer un joli W. Ici, on aimerait bien William aussi qui croise ici, peut-être dans cette zone-là, ou qui repart, même un peu plus tôt. Ici, ce serait pas mal. Et si tu as la cassure de la neckline de ton W ici et que tu vois William repartir, c'est bon. Parce que ta localisation, tu l'as, c'est cette neckline. Ok, il n'y a pas de honte à acheter ça, au contraire, c'est des zones d'investissement. Et ici, tu auras ton momentum. Ok. D'ailleurs, je peux rajouter celui-là. Tu vois, on a croisé ici, donc c'est pas très. Ici, c'est pas intéressant. Hein. Il faut attendre encore un peu. Il faut encore attendre un peu. Est-ce qu'on va transformer ce W là comme ça? C'est ce qu'on va voir. Euh, Ok. Un peu de patience sur EOS. Ou un peu de patience sur EOS. Je trouve. Un peu de patience. Ouais. Le SLP, c'est quoi ça? Ah, ça sent pas ça. Très bullish ça. Extrêmement. C'est très très bullish ça. Attendez. C'est quoi ce truc? Ah ouais, d'accord. D'accord. Il a eu une phase quand même. Je connaissais pas ce truc. Il a eu une phase quand même parabolique, hein, le truc. Hein. S'il veut bien, tant pis, on va le faire comme ça, parce qu'il me prend la tête TradingView. C'est affreux. Ok, et bah c'est bon. Là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la zone de rechargement, donc la localisation est bonne. Qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? On est en train de voir des jolis W qui sont en train de se faire haut dans la zone de rechargement. J'apprécie particulièrement cette configuration-là. Ensuite, vous avez carré W, on va regarder ça. Ok, ici, je ne vous cache pas que c'est extrêmement bullish de voir ça. Là, ça c'est vraiment, mais c'est tellement bullish ça. Ces W là, c'est vraiment très très beau. W, 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 W. Idem ici, là. Donc si ici on fait ça et qu'on croise là, c'est go. Hein. Pour moi, là, c'est bon signe. Hein. Franchement, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Je pourrais éventuellement attendre le cross de mon biais ici. Ce serait intéressant. Mais là, c'est très bullish hein, ce qu'on voit. Hein. Franchement. Hein. Il y a de grandes chances que ce truc reparte. Il y a de grandes chances pour que ce truc reparte. Ce que je vois là, en plus, c'est une contraction hein, ici. Hein. Non, c'est pas une contraction à casser, là. Autant pour moi. C'est pas une contraction. Donc, encore un peu de patience, je pense, sur celui-là. Et ça pourrait être très intéressant. Par exemple, là, en daily, vous voyez, on est encore en zone de survente. Si on repasse sur ces niveaux-là, et qu'ici, on arrive à faire un W comme ça, ce serait très très intéressant ici de recharger. Très franchement. Et peut-être même qu'on pourrait avoir un mouvement de continuation haussière jusqu'à mai, juin. Voilà. Ouais, c'est très intéressant celui-là. Ok. Nas, t'en penses quoi? Alors, Lit, c'est excellent parce qu'on en a parlé et je crois que c'était Calas qui l'avait call. Bah, Lit, c'est super. C'est exactement ce qu'on cherche à acheter. Hein. C'est des petits W de partout, une zone parfaitement horizontale. Ça, on est entraîné pour ça de toute façon. William qui croise ici, le W ici, le Wyckoff ici. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Il y a vraiment besoin de parler là? Là, il n'y a rien d'autre à dire. Je vous spoil, hein, mais ce truc-là, voilà, pas de problème pour ça. Donc, et oui, mais de toute façon, c'est exactement ce qu'on recherche à acheter, ça. C'est pas parabolique du tout. Ici, on voit bien que ça cherche à faire des creux, des creux ascendants. Et bon, là, l'OBV, il va pas nous donner grand-chose, mais
Voilà, c'est un bel OBV en 4 heures, en 2 heures. Ouais, non, c'est très bien, c'est très propre. Enfin, moi, si vous voulez mon avis, je pourrais parfaitement acheter ça. Sans problème. Sans problème. Sans problème. Laissez-moi juste le temps d'en acheter, quoi. Voilà. Les gars, faut les poser en proposition. Bon, ok, allez, vite fait. PNT. Après, normalement, enfin, les AT, je vous pousse vraiment à vous les faire, hein. Vous faites vos AT, vous les postez, et puis après, on vous aide, hein. Le stream, il n'est pas là pour vous apprendre à faire des AT, ça, vous êtes censé savoir. Ok. Litantry, Rasco, exactement. Donc, Jedo, si tu sais pas faire d'AT, je t'encourage vraiment à aller regarder les premiers streams, et tu fais la tienne, et puis ensuite, tu nous la postes. Ce serait mieux. Après, tu me postes ton AT, et puis dans le prochain stream, Jedo, ce que tu fais ton AT, d'accord? Tu te forces à la faire. Tu la postes dans proposition stream et on en parle dans le prochain. Et comme ça, je regarde si c'est pertinent ou pas. Voilà. Bon, bah là, c'est bullish, hein, mais moi, je rentrerai pas là-dedans, hein. Voilà. Pourquoi? Parce que on a déjà eu une phase extrêmement verticale quand même. Moi, si j'avais pris position là-dessus, j'aurais certainement pris position ici. Donc ça ne m'intéresse pas ça. Ok. Bon, c'est tout bon. Franchement, on a fait un gros stream. Un peu le stream de fin de semaine. On n'a pas fait de Bitcoin, on n'en fera pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie que non plus ça soit des streams qui vous retiennent trop longtemps. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à essayer de vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime. Ça me permettra peut-être un jour de pouvoir directement streamer sur YouTube. Là, je suis obligé de convertir les vidéos, c'est assez pénible à faire. Du coup, les replays, vous les avez 3 ou 4 heures plus tard, alors que si j'avais un peu plus de visibilité, vous auriez le replay automatiquement, en fait, de suite. Voilà. Allez, bah écoutez, passez une bonne soirée, bon week-end, et puis si vous avez des questions, des trucs comme ça, on verra peut-être pour essayer de se refaire ça samedi ou dimanche. Voilà. Bon, bref. Bonne soirée les gars. Ciao, ciao, salut.